nous allons donc poursuivre la rencontre avec Patrick Méchin, donc adjoint au chef de service certification des établissements de santé de la Haute Autorité de Santé. Patrick Méchin, vous étiez aussi jusqu'à votre nomination à la Haute Autorité de Santé, directeur des soins et directeur d'établissement de santé dans votre parcours. Donc vous allez, pour faire le lien avec la rencontre qui nous réunit aujourd'hui, vous allez donc nous parler de la gouvernance des établissements de santé, en quoi sa mobilisation est importante dans la qualité, la sécurité des soins. Bonjour bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces propos introductifs qui font effectivement lien avec la présentation d'aujourd'hui. Effectivement, j'ai été directeur des soins et directeur d'hôpital et actuellement donc en détachement à la Haute Autorité de Santé. Et j'étais aussi expert visiteur, coordonnateur de visite pendant 22 ans. Donc en fait, j'ai une expérience aussi des visites de certification assez longue. Donc du coup, pour introduire le sujet, c'est vous qui faites défiler le diaporama ou... Pardon. Euh, Juste pour rappeler en fait les définitions sur lesquelles le manuel de certification a pris appui, donc et notamment sur cette notion de leadership, qui est un processus par lequel une personne influence un groupe de personnes pour atteindre un objectif commun. C'est toute cette question du sens que l'on donne aux professionnels de santé. En gros, c'est à quoi le service ou l'établissement ou le service dans lequel je travaille sert, qu'est-ce qu'on attend de moi, avec quel outil je travaille et comment ce que je fais est évalué. Donc, c'est un mécanisme de fonctionnement de groupe. On ne parle pas tant de la personne, du leader, que de ce qui se passe au sein de ce groupe. Et elle est effectivement indissociable du management et elle vise à mobiliser et fédérer l'ensemble des acteurs autour d'objectifs partagés. Et un des objectifs majeurs en fait porté par le manuel de certification, mais qui est le reflet en fait de ce que font les managers, hein, c'est porter la qualité et la qualité des soins et la qualité de vie au travail, qui sont toutes les deux en fait indissociables du fonctionnement institutionnel. Le management, pour le coup, voilà, fait preuve de leadership et crée les conditions pour que ça fonctionne, pour qu'ensemble, on travaille dans de bonnes conditions. Et on doit retrouver cette démarche-là, aussi bien au niveau de la communauté médicale, avec une CME qui est embarquée dans les politiques qualité, puisqu'elle en est quand même porteuse. Et ce portage médical qui vient aussi, qui doit donner l'occasion de porter la formation médicale continue, le développement professionnel continu. Et des équipes soignantes qui sont aussi embarquées dans le développement des compétences, dans le portage de projets communs et dans des mécanismes de coordination entre équipes, entre acteurs. Sans oublier la place prépondérante que doit prendre l'usager aujourd'hui dans la relation que les professionnels de santé ont avec lui. Et on est donc au plus près du terrain, puisqu'il faut que tout ça fonctionne, et c'est ce que la certification cherche à comprendre. Dans la diapo suivante, s'il vous plaît, on a identifié 4 familles, donc des ressources matérielles, des ressources humaines, bien sûr, parce qu'on ne peut pas travailler sans les professionnels de santé, la manière dont les équipes sont organisées et les mécanismes de coopération des équipes entre elles, comment tout ça fonctionne. Et on va voir que nos méthodes, en fait, visent vraiment à apprécier cette coordination. On a, à travers cette journée aujourd'hui, voulu représenter, en fait, à travers la gestion des événements indésirables, la situation qui était celle-là, qui était de dire aujourd'hui,
d'une part, on n'a pas forcément une exhaustivité des signalements des erreurs. Alors, ce qui est une question, parce qu'en fait, on se dit que quand on est en confiance, quand on travaille en sécurité, on doit être en mesure de pouvoir signaler. Et on voit quand même une grande hétérogénéité des signalements sur les établissements de santé. Ce qu'on sait, c'est que 6,2 événements indésirables graves liés aux soins surviennent pour 1000 journées d'hospitalisation. C'est ce qui est déclaré. Un tiers de ces EIG est évitable. Et les facteurs liés à l'équipe sont retrouvés dans la moitié des cas. Et parmi les EIAS imputables à l'équipe, 66 relèvent d'un défaut de communication. Donc on voit bien que, en fait, sur ces événements qui sont déclarés, sur les analyses qui sont faites, on a une bonne part qui relève, qui pourrait être évitée en lien avec une amélioration de la communication entre les professionnels, entre équipes. Et on peut parler, par exemple, du lien bloc-service ou urgence-bloc, enfin, etc. Donc, on a un certain nombre de démarches qui pourraient être améliorées si jamais on avait des mesures de maîtrise des risques à ces niveaux-là. Donc, la certification pour la qualité des soins, donc, eh bien, apporter une réponse à ces attentes-là. J'insiste sur le fait que c'est une photographie à un moment donné, que c'est un regard porté, un regard externe qui est porté à un moment donné, mais la certification, c'est pas la politique qualité d'un établissement, voilà, c'est à un moment donné l'illustration, on vient illustrer la manière dont l'établissement est organisé et fonctionne et prend en compte en fait l'ensemble de ces attendus-là. L'idée, c'est qu'on puisse donner aux usagers une connaissance du niveau de qualité de sécurité des soins d'un établissement. C'est pour l'usager la possibilité de regarder si tel établissement est conforme aux attendus de la certification, c'est-à-dire de la qualité et de la sécurité des soins. Pour les professionnels de santé, c'est un outil de management interne et d'amélioration des pratiques. En se disant, ben tiens, on a un certain nombre d'écarts constatés dans telle ou telle activité, il faut qu'on puisse porter une activité, une action dessus. Et puis pour les autorités de tutelle, c'est un rôle dans la régulation par la qualité. Et effectivement, on voit aujourd'hui des établissements qui sont peut-être en difficulté par rapport aux attendus de la certification. Et c'est du coup comment, effectivement, la tutelle va pouvoir engager une démarche d'accompagnement auprès de ces établissements-là. Les orientations de la certification, donc on a souhaité, vous connaissez ça très très bien maintenant, passer d'une culture de moyens à une culture de résultats. On essaye d'être moins techno et plus sur le terrain, en proposant des méthodes d'évaluation en lien avec le cœur du métier, centrées sur les pratiques. Être à l'écoute des professionnels et donner du sens et de la clarté aux professionnels et aux usagers. Il y avait une volonté aussi de transparence, de lisibilité, plus de souplesse et d'autonomie dans la manière de préparer les visites de certification, et puis une simplification dans le délai de publication du rapport. Maintenant, on est sur des délais de publication qui sont, enfin, en tout cas, la décision de certification intervient à peu près 4 mois après la visite. C'est une moyenne parce qu'en fait, en fonction de la période à laquelle est réalisée la visite, il peut y avoir un mois de plus. Mais c'est autour de 4 mois la décision. Puis s'adapter aux spécificités de chaque établissement, c'est-à-dire on a une certification, on a des critères standards qui sont applicables seulement si vous avez un bloc opératoire ou seulement si vous avez une activité de rééducation, etc., ou une activité de psychiatrie. Donc, et également, ce qui a été important pour les visites de certification, c'est qu'on puisse prendre en compte le contexte dans lequel et l'établissement de santé. Tous les établissements de santé, même s'ils sont tous confrontés aux mêmes contraintes, on va dire, des contextes peuvent être différents d'un établissement à l'autre et il faut qu'on puisse les appréhender pour organiser
le programme de visite et l'adapter, mais sans renoncer aux attentes de la certification. L'idée n'est pas de renoncer en fait aux attentes, mais d'adapter l'organisation de la visite et les rencontres terrain. Et puis, on a régulièrement des ajustements du référentiel de certification pour permettre effectivement de prendre en compte des évolutions qui interviendraient dans la réglementation, par exemple. Les 4 enjeux de la certification, donc, d'une part, l'engagement du patient, comment il est engagé d'un point de vue individuel, collectif ou institutionnel, la culture de l'évaluation, de la pertinence et du résultat, le travail en équipe et l'adaptation aux évolutions du système de santé. Une illustration, c'est quand même la crise sanitaire liée au Covid. C'est aujourd'hui les tensions sur les effectifs médicaux et non médicaux. Donc on essaie à chaque fois d'adapter les enjeux. Un référentiel, 3 chapitres, que vous connaissez, c'est un chapitre dédié au patient. Donc le patient qui est au cœur des préoccupations de chacun d'entre nous. Les équipes de soins, qui sont aussi un enjeu fort, parce qu'en fait, c'est voir tout ce qu'on a dit précédemment, d'appréhender un petit peu et de comprendre les contraintes organisationnelles, les mécanismes de coordination et de travailler ensemble. Et puis l'établissement de santé, son positionnement sur un territoire, mais aussi les différentes politiques qui sont déployées, qui sont mises en œuvre et qui doivent s'articuler avec irriguer auprès de chaque professionnel de l'établissement et qui concerne effectivement également les liens ville-hôpital, les liens avec les autres acteurs institutionnels du territoire. Et puis, du coup, il y avait cette volonté, dès le départ, de dire il y a des choses qu'on ne veut plus voir à l'hôpital. Et parmi ces choses qu'on ne veut plus voir à l'hôpital, il y a 17 critères impératifs qui sont arrivés, alors qui ont des portées différentes, bien évidemment. Il y en a qui portent sur le droit du patient, sur ses droits fondamentaux et comment ils sont respectés, pris en compte et respectés. Il y en a qui concernent effectivement la maîtrise des pratiques professionnelles, parce qu'elles sont porteuses de risques, et pour le coup, elles sont porteuses de risques pour le malade. Et donc, pour le coup, il y a un sens et il y a un intérêt à ce qu'elles soient particulièrement regardées. Et puis, il y en a qui concernent on va dire, la manière dont une gouvernance pilote ses orientations stratégiques auprès des professionnels, sur un territoire et auprès des professionnels. Donc, on a ces 17 critères impératifs que vous connaissez, je ne vais pas les lister, mais sachez qu'il y a des outils en fait d'appropriation de ces critères impératifs qui sont diffusés, on y reviendra en fin de diaporama. Le processus décisionnel, donc vise effectivement à donner un niveau de certification. Donc la base, c'est le profil de l'établissement. On a un rapport de visite. À l'issue de ce rapport de visite, l'établissement va faire des observations. Il y aura une analyse qualitative qui sera conduite par la Haute Autorité de Santé. Ce qui est visé aussi, c'est l'homogénéité des rapports et les résultats des scores qui sont atteints, donc avec une analyse quantitative. Si vous voulez, on a des scores, des résultats, et on a un propos qui est la synthèse. Et il faut qu'il y ait une bonne adéquation entre le score et la synthèse, ce qui est dit et ce qui est évalué. Et puis, c'est la démarche la plus importante, c'est la démarche d'analyse effectivement du risque pour le patient. La publication et la diffusion des résultats en fonction du niveau atteint, donc le rapport de certification est transmis à l'établissement de santé concerné. Il y a une diffusion publique effectivement sur le site, sur le service d'information en ligne de la HAS qui s'appelle Caliscope, que vous connaissez. Et puis, bien sûr, transmis aux ARS
Et c'est une démarche aussi importante puisque l'ARS a en charge les politiques d'accompagnement des établissements. Et c'est du coup logique qu'il y ait cette transmission aussi auprès des tutelles. Point d'étape sur les résultats de certification. Donc ça, c'est à date, hein, donc, enfin à date, au 18 janvier, hein, c'est il y a 10 jours. Euh, on a réalisé 1444 visites sur 2394. Donc on est à la moitié, quoi, un peu plus de la moitié. Donc on voit que donc ça c'est en France, et en région Pays de Loire, vous avez 64 visites qui ont été réalisées sur 109. Le calendrier des prochaines visites en Pays de Loire, donc on vous l'a mis comme ça, vous avez un visuel sur les collègues, enfin, pour ceux qui sont concernés, qui vont passer leur certification, donc en janvier, février, mars. Donc ces visites se préparent. Et juste un focus sur les décisions de certification au 18 janvier 2024. Alors, 1158 décisions de certification. Ce qui est à noter, c'est qu'effectivement, on a des établissements qui, quand ils sont en vert, donc répondent aux attentes du manuel de certification. Quand ils sont vert foncé, ils les atteignent très bien. Et puis, on a des établissements qui sont plus en difficulté sur des attendus. Les difficultés par rapport aux attendus sont pour 15-16% d'entre eux. Et sur la région Pays de Loire, vous voyez que quand on fait l'approche quantitative par objectif, on s'aperçoit que certains critères sont plus, on va dire, enfin moins bien répondants que d'autres. Et c'est notamment tout ce qui concerne l'évaluation des risques par les équipes, le travail en équipe qui est favorisé et la dynamique de développement par la qualité. Donc on voit que en fait, sur certains sujets, on y reviendra, il y a des enjeux pour l'avenir. Et quand on fait l'autre résultat sur les critères impératifs, donc on se rend compte là aussi qu'il y a des problématiques sur un certain nombre de sujets, la maîtrise du risque infectieux, la maîtrise des médicaments à risque, sur les situations sanitaires exceptionnelles ou sur les urgences vitales qui sont parfois non maîtrisées. Donc, on a un certain nombre de sujets sur les critères impératifs sur lesquels, effectivement, il faut être en mesure de pouvoir progresser pour permettre, effectivement, d'être mieux répondant aux attendus de la certification. Donc, au niveau national, on a les résultats qui s'écartent le plus des exigences. Le patient est informé de façon adaptée sur son droit à rédiger des directives anticipées. Ça reste un sujet difficile pour les établissements de santé, pour les professionnels de santé, pour les patients eux-mêmes, hein, du reste aussi. Là, probablement un accompagnement national serait possiblement bienvenu. Le patient est invité à faire part de son expérience et à exprimer sa satisfaction. Donc, c'est également un sujet qui est difficile. Et puis, on a un critère qui s'éloigne le plus, c'est dans les secteurs de soins critiques, les modalités de prise en charge du patient sont analysées et se traduisent par des plans d'action d'amélioration dont les effets sont mesurés. Donc, on est sur l'idée que sur ces secteurs d'activité-là, qui sont des secteurs à risque, eh bien, on doit mieux prendre en compte les modalités de prise en charge du patient, avec notamment son avis, son expérience, etc.
Au niveau régional, on a des équipes qui améliorent leur pratique en se fondant sur la satisfaction de l'expérience des patients, qui est un élément qui est important parce qu'en fait, il doit pouvoir soutenir l'idée que pour bien travailler avec les usagers, il faut être avec. On construit, on co-construit les projets en prenant en compte en fait son expérience de la maladie. C'est lui qui connaît le mieux finalement, notamment dans le cas des maladies chroniques. C'est lui qui connaît le mieux sa maladie, qui connaît les difficultés de vivre avec. Et du coup, il faut être en mesure de pouvoir l'accompagner dans une démarche de soins et dans un projet de soins qui soit co-construit. Et puis sur le critère le plus impacté, c'est les équipes améliorent leur pratique en se fondant sur l'analyse de leurs résultats cliniques. On est sur là le principe que pour pouvoir travailler de manière qualitative et sécuritaire, il faut être en mesure de pouvoir se comparer à des référentiels de bonne pratique et s'approprier ce qu'on appelle la pertinence. Un focus sur les fiches anomalies. Donc, sur les fiches anomalies sont générées quand on répond non à des critères impératifs. Donc, on voit que là, sur les fiches anomalies qui sont repérées comme étant le plus souvent générées, on est sur les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. C'est les équipes donc réalisent donc pardon, mettent en œuvre des améliorations, et puis sur la gouvernance et le management de la qualité et de la sécurité des soins. Donc on voit que ce sont ces deux thématiques qui sont véritablement au cœur des enjeux aujourd'hui. Sur le chapitre 3, donc, qui est l'établissement avec la mobilisation de la gouvernance et les axes d'amélioration, plus de 50% des démarches n'atteignent pas les attendus sur l'objectif 3-4, qui est l'établissement qui favorise le travail en équipe et le développement des compétences. Et puis, plus de 25% des démarches n'atteignent pas les attendus sur l'objectif 3-7. C'est une dynamique d'évaluation pour la qualité des soins. Alors, pour 2024, nous avons procédé à quelques ajustements, tout en disant d'abord que le nombre de critères était identique. Donc, on n'a pas modifié le nombre de critères, on n'a pas modifié le nombre de critères impératifs. On en a changé quelques-uns, mais on n'a pas modifié le nombre. On a fusionné des critères, on a fait des évolutions de terminologie, on a rajouté de nouvelles recommandations, et on a permuté des méthodes pour que l'évaluation soit plus pertinente et qu'il y ait une meilleure lisibilité sur l'attendu et le résultat. Les sujets marquants, c'est l'évolution de l'exigence sur les critères liés à la checklist. On analyse maintenant la checklist. On renforce, il y a eu un renforcement de la thématique du numérique en santé. Bon, vous connaissez l'actualité mieux que moi sur les établissements de santé qui font l'objet de cibles et d'attaques sur les systèmes d'information. Et donc, il faut pouvoir se prémunir. Étant donné que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on ne sait pas, on sait qu'on sera attaqué, mais on ne sait pas quand. Et donc, du coup, la question, c'est de savoir construire un plan de continuité des activités, un plan de reprise des activités, et tout ça pour permettre effectivement de mieux appréhender ce risque numérique, et puis de travailler en parallèle sur l'usage, sur ce qu'on appelle l'hygiène informatique, mais également sur la sensibilisation des professionnels à l'utilisation des outils informatiques et à la bonne utilisation en tout cas des outils informatiques. Puis on a changé des méthodes pour le transport, pour le recours à des mesures restrictives de liberté.
Par exemple, l'isolement en psychiatrie était vu à travers le patient traceur et aujourd'hui sera vu avec la méthode du parcours traceur. Et puis, pour le transport, il y avait un traceur ciblé maintenant qui est intégré à la thématique, à l'audit du parcours. L'extension de la notion de consigne de suivi à la sortie, et puis le renforcement du critère sur les risques environnementaux qui sont des enjeux majeurs aujourd'hui. Concernant le changement du niveau d'exigence du critère pour la checklist en secteur interventionnel, on est passé du critère impératif au bloc opératoire et dans les secteurs interventionnels, la checklist est utilisée de manière efficace, est devenue standard. Par contre, les équipes de secteurs interventionnels améliorent leurs pratiques en analysant les modalités de réalisation de la checklist, est devenu un critère impératif. Il nous a semblé important de renforcer cet aspect lié à la sécurité du patient au bloc. Le numérique dans la certification, donc à ce stade, c'est un levier. Si on avait entendu, hein, et vous les avez entendus comme moi, les témoignages des collègues qui ont été attaqués dans les établissements de santé, le renforcement aurait été plus conséquent. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire levier, c'est de faire en sorte que chacun s'approprie les règles de bon usage, de telle manière qu'on puisse se préparer. Et ce n'est pas donc un audit technique ou une inspection qui évalue la sécurité des systèmes d'info, mais plus un levier, une manière de prendre en compte les plans d'action issus justement de ces audits de sécurité et la manière dont ils sont mobilisés dans les établissements de santé. Les 7 critères numériques dans la certification, je vous les déroule peut-être pas, mais vous avez l'idée, dans tous les cas, qu'il s'agit de maîtriser les risques de sécurité numérique. On veut renforcer la lutte contre la cybermalveillance, permettre le partage de données, la communication et l'information entre acteurs de soins et les patients en sécurisant les échanges. C'est tout ce qui va être de la promotion de la messagerie sécurisée. Et puis, l'utilisation du dossier médical partagé, mon espace santé. Et puis, on a d'autres ajustements, donc l'extension des attendus liés aux consignes de suivi à la sortie, à l'ensemble des informations qui permettent la suite de la prise en charge, et non plus la seule prise en charge médicamenteuse. Aujourd'hui, si on fait le comparaison entre la manière dont le patient vit son séjour à l'hôpital, il va être content à 90%. Lorsqu'on le questionne à distance du séjour, et notamment via le questionnaire ISATIS, on se rend compte que la séquence sortie vient perturber un petit peu cette impression. Du coup, il est vraiment très important que les consignes de suivi, enfin que l'ensemble de la séquence sortie soit bien appréhendé par les acteurs. Le renforcement du critère sur les risques environnementaux, bon voilà, on a le contexte et on a ce besoin de faire en sorte que l'établissement de santé soit plus vertueuse d'un point de vue de la gestion de ces risques. Le renforcement de la thématique sur la gestion des conflits par l'intégration de la saisine des médiateurs. On a introduit cette notion et différencié la notion entre conciliateur et médiateur, de telle manière que l'ensemble des conflits au sein des établissements de santé puissent être appréhendés et gérés de manière adéquate. La suppression du traceur ciblé sur le transport, j'en ai parlé, et le changement de méthode sur la pertinence du recours aux mesures restrictives de liberté, je l'ai évoqué également. Les nouveaux supports d'information et de communication. Donc, si vous avez eu l'occasion d'aller sur le site internet de la Haute Autorité de Santé, vous avez pu déjà les regarder. Ce qui est important, c'est que nous avons des fiches pédagogiques. Ces fiches pédagogiques, elles viennent illustrer de manière un peu plus précise les attendus de la certification. Ces fiches pédagogiques, elles sont travaillées
de telle manière, avec donc des professionnels de santé, des parties prenantes. Elles font référence à l'état de l'art actuellement. Et donc, du coup, elles sont régulièrement revues et pour permettre effectivement de répondre aux enjeux et aux attendus de la certification. Et ce qui est important, c'est que, en fait, comme toute la certification le démontre, c'est qu'on travaille en transparence, on travaille, on a les mêmes outils, on partage les mêmes supports d'information. Et ce qui est dans la fiche pédagogique, c'est valable, est connu des experts visiteurs et est connu aussi des établissements de santé. Et donc, on a ce même regard porté sur les sujets, et donc ils doivent nous permettre de travailler ensemble à justement l'évaluation. Nous avons des fiches pédagogiques nouvelles, hein, puisqu'en fait, on a aujourd'hui les deux fiches pédagogiques qui sont sorties autour du risque numérique, hein, et des recommandations de bon usage du numérique en santé. Elles ont été travaillées en lien avec les évolutions du référentiel, mais en lien avec l'Agence nationale du numérique en santé, la délégation du numérique en santé, et, et vu par les parties prenantes. Et puis, on est en train d'actualiser un certain nombre de fiches, voilà, qui sont des fiches qui vont nous permettre, comme je vous le dis, on réajuste régulièrement nos fiches pédagogiques de telle manière qu'elles puissent s'ancrer sur la réalité du jour. Et donc, vous les verrez arriver prochainement. Nous avons aussi développé des supports de communication. Ces supports de communication permettent aussi de partager l'actualité et puis en même temps de diffuser des recommandations. Voilà. Et donc vous les recevez sur les boîtes aux lettres qui sont enregistrées dans Calista sur les profils administrateurs. Nos nouveaux supports de communication, je les évoquais tout à l'heure, donc il s'agit des supports de communication qui concernent les critères impératifs. Et ces critères impératifs, en fait, sont illustrés à travers des témoignages de professionnels de santé. Donc ça permet juste d'ajuster un petit peu l'attendu, hein, de se dire, mais qu'est-ce qu'on attend derrière le respect de la dignité, ben, c'est quoi qu'on attend derrière? C'est un exemple pas forcément bien choisi. Le kit de communication des décisions de certification, valoriser la fierté d'être certifié, donc c'est quand même bien de l'être. Et puis, vous avez aussi des gifs pour vos signatures. Voilà, donc vous pouvez les utiliser, une affiche poster, les bannières. On insiste sur l'idée que le niveau de certification soit affiché. Vous savez que l'affichage hein, est obligatoire. Alors, l'idée, c'est, enfin, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il ne soit pas affiché au fond d'un couloir, voilà, mais qu'il soit porté véritablement à la connaissance des usagers, de telle manière que, voilà, on sache où on met les pieds. Okay. Et puis, on voulait porter à votre connaissance des courtes vidéos qui ont été réalisées post-visite. Alors, elles ont un an maintenant. Mais donc, c'était courant de l'année, au début de l'année 2023. Mais ceci étant, elles illustrent assez justement la perception par les professionnels de santé professionnels travaillant en établissement de santé, la perception de la certification. Et alors, si on a le temps, je ne sais pas si c'est le cas, on peut passer celui sur la gouvernance qui permet effectivement, ou des soignants, qui permet d'illustrer
la manière dont les professionnels perçoivent cette certification. Et ils disent tous en fait que ça leur a permis, alors pour les managers, de piloter la démarche, d'embarquer les équipes et de redonner sens à la pratique de chacun en s'impliquant dans les démarches. Et pour les soignants, on trouvait un intérêt à, à ce que les responsables, les directeurs, les présidents de CME s'engagent auprès d'eux, prennent en compte les difficultés qu'ils avaient pu rencontrer ou qu'ils peuvent rencontrer pour essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà, mon propos est terminé. Et puis, on passera aux questions peut-être à la fin de la matinée. Merci Patrick Méchain pour votre intervention et ce lien effectivement extrêmement important entre l'engagement du management de haut niveau pour accompagner les résultats auprès des patients et l'appropriation par les équipes. Alors c'est vrai qu'au travers des résultats de certification, on peut aussi percevoir dans les fiches anomalies que vous nous avez présentées et puis dans les résultats globaux qu'on a un sujet d'embarquer les équipes. Vous l'avez aussi porté au travers de l'approche autour du leadership, hein, de pouvoir partager ce leadership avec les équipes et donner la vision, le cap pour accompagner une bonne qualité des soins et en toute sécurité. Alors, les résultats de certification nous montrent que c'est pas si simple que ça. Vous l'avez souligné aussi, le contexte actuel est complexe. Le sens donné au quotidien en lien avec l'attractivité, les problématiques globales des établissements peuvent quelquefois donner une approche de la qualité trop technique et peut-être sans donner le sens porté à la démarche.